Bien le bonsoir, ravi de vous retrouver. Voici l'essentiel de cette édition. Tragique accident de la circulation dans le département de Kaffrine, 23 morts, plusieurs blessés. Le président de la République Macky Sall se dit peiné et appelle à un respect plus strict des règles de la circulation routière. Hôpital général de Grand Yoff, 5 flacons de fentanyl disparaissent du bloc opératoire. Un vol, selon les travailleurs qui exigent la lumière sur la disparition de ce produit anesthésique importé et très coûteux, soulignent les spécialistes. Baccalauréat 2012, les candidats ont plongé ce lundi dans la première session. Nous nous rendons au centre Blaise Diagne et Salvia dans cette édition guidée par Amina Sow Yaya Diallo. Le ministre de la Communication rend visite à Futurs Médias. Les responsables du groupe ont accueilli Abdoulo dans les locaux de la TFM. Nous en parlons dans cette édition. Bienvenue à tous. Le choc nocturne des habitants de Silico, un village à 2 bornes du département de Kaffrine. Un accident de la route qui fait 23 morts et 25 blessés. Une collision entre un camion et un bus de transport public. Le camion chargé de charbon. Les blessés ont été pour la plupart acheminés à l'hôpital de Kaolack. L'on craint aussi que le bilan s'alourdisse de Kaolack. Tout de suite, Al-Ousseynou Diagne, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors Al-Ousseynou, quelle est la situation sur place à Kaolack, à l'hôpital précisément? De 23 morts dans l'accident qui a eu lieu vers 4 heures la nuit du lundi à mardi. Oui. Le bilan est encore là, 23 morts, Khalifa. Très bien. Alors, Al-Ousseynou, revenir un peu sur le degré justement de la gravité des blessures en ce qui concerne justement les patients, les victimes de cet accident qui sont à l'hôpital. Oui, des blessés donc ont été évacués à l'hôpital de Kaolack. Ils sont au nombre de 9. Des blessés d'ailleurs, à Kaffrine plutôt, on parle également de 18. 4 autres sont évacués à Touba. Mais les 9 blessés évacués à Kaolack, donc ils sont aux urgences. Ils ont reçu la visite de la délégation du gouvernement, délégation conduite par le ministre de l'Intérieur, Mbaye Ndiaye. Alors, sont-ils hors de danger? Pour l'instant, difficile d'en parler, mais ce qui est sûr et certain, que c'est en tout cas, médecins de l'hôpital de Kaolack sont en tout cas mobilisés pour donner le meilleur d'eux-mêmes, pour tirer donc ces Sénégalais d'affaires. Très bien. Alors, Al-Ousseynou Diagne de Kaolack, je vous remercie et je rappelle que dans un communiqué signé, le porte-parole de la présidence de la République, le chef de l'État, se dit peiné et en appelle à un respect plus strict des règles de la circulation routière. Macky Sall qui a renouvelé ses instructions très fermes dans ce sens au service de l'État chargé de la circulation routière, selon les termes de ce document. Les camions, on en parle encore, ils sont souvent impliqués dans ces accidents meurtriers. Alors, dans ce sujet qui va suivre, le mea culpa des chauffeurs rencontrés, ils accusent les propriétaires très souvent de ces gros porteurs qui négligent, selon eux, l'entretien de ces engins. Un argument qui ne les disculpe pas du tout au sujet de certains Sénégalais rencontrés. Ces Sénégalais qui dénoncent, entre autres, le manque d'expérience au volant. C'est un sujet de Djibilay Diop et Marie-Christine Mendy. Beaucoup de cas d'accidents de camions enregistrés ces temps-ci. Pas plus tard qu'aujourd'hui, un camion a fait plus de 20 morts sur l'axe Kaolack-Kaffrine. La vétusté des véhicules, le manque d'expérience des chauffeurs, entre autres, sont indexés. Manque de discipline. La majeure partie des chauffeurs de camions sont âgés entre 18 et 25 ans, ce qui n'est pas normal. Ces jeunes n'ont pas d'expérience, en plus ils sont très indisciplinés. Hier, un camion a failli me tuer parce qu'il n'avait pas de frein. En plus, ces véhicules sont très vétustes par rapport aux camions maliens. Les propriétaires des véhicules sont aussi mis au banc des accusés. Selon les chauffeurs, ils refusent de mettre la main à la poche pour les frais d'entretien. D'habitude, nous rencontrons des problèmes mécaniques avec les camions. Mais lorsqu'on informe les propriétaires,
ils nous demandent de faire avec. Cela peut être un danger pour tout le monde. Les propriétaires doivent nous aider et nous donner des frais d'entretien. Sinon, nous aurons toujours des difficultés. Les populations appellent l'autorité à plus d'intransigeance avec des mesures coercitives drastiques. Les chauffeurs de camions ne respectent pas les règles de stationnement dans la capitale. On voit parfois des camions qui sont stationnés au niveau des intersections et empêchent même les ambulances de circuler. Il faut que les autorités prennent des mesures et sanctionner même s'il le faut. Mais à un moment donné, j'avais appris effectivement que les camions ne pouvaient accéder à Dakar qu'à partir d'une certaine heure. Mais je crois que ça, il faudrait que les gens, les autorités, arrivent à exiger cela. Parce qu'il est impossible actuellement de circuler à Dakar, vous l'avez constaté de vous-même. Alors ça, il faudrait que les autorités, effectivement, comme je disais tout à l'heure, sévissent quoi. Il faut qu'ils prennent des mesures par rapport à cela. Le bilan macabre des accidents routiers atteint des proportions inquiétantes. Une prise de conscience et de responsabilité s'impose pour diminuer les accidents de la route. Un drame à Sandaga suite à l'effondrement du bâtiment qui abrite le marché. Alors c'est du moins ce que redoutent visiteurs et clients. L'édifice qui a été construit en 1930 vieillit, mais les commerçants estiment qu'il ne représente aucun danger. Djibilay Diop et Chérif Dia. De par son architecture coloniale, cet imposant bâtiment croule sous le poids de l'âge. L'infrastructure, construite en plein cœur du marché Sandaga, est dans un état critique. Elle ne répond plus à aucune norme de sécurité selon les clients et visiteurs. Je me suis dit que c'est un marché qui date de très longtemps et même quand on regarde comme ça, apparemment il y a le fer qui sort et je me suis dit que comment ces gens-là peuvent travailler dans des conditions comme ça où d'un moment à l'autre je me dis que la dalle peut s'écrouler. Et si jamais ça tombe, imaginez-vous un peu les dégâts. Des murs fissurés, un réseau électrique clandestin dans un bâtiment qui accueille des centaines de personnes par jour. Toutefois, le débat sur l'état du bâtiment est un tabou chez les commerçants. Le marché est très bien garanti. Le ciment, ce n'est pas pareil avec le ciment d'aujourd'hui. C'est garanti pour 100 et quelques années. Ça, je vous l'affirme. Si vous voulez aller visiter, vous allez voir que c'est bien fait. C'est-à-dire qu'il y a des fissures. Il y a des fissures, c'est normal parce qu'il y a l'eau qui tombe là-dessus. Mais le marché, on peut le réparer. Vous voyez des bâtiments tout neufs, mais le marché est plus garanti que ces bâtiments-là. Ça, c'est sûr. Malgré l'alerte des visiteurs, les commerçants plus exposés ne sont pas conscients du danger. Pour eux, pas question de toucher à leur patrimoine construit dans les années 30. Il faut savoir que le marché, c'est un patrimoine. On ne détruit pas un patrimoine, on le répare. Le bâtiment a une durée de vie très longue. Il a été bien construit. Allez vérifier vous-même, les poteaux tiennent toujours. Ceux qui parlent de menaces d'effondrement n'ont rien compris. Ce bâtiment est plus solide que leur maison. De faire, c'est tout simplement de tout raser, parce que Sandaga, ce n'est pas tout simplement le bâtiment. Tous les vendeurs qui sont là, je pourrais même dire que c'est des situations collatérales, parce qu'en fait, c'est le marché qui a engendré même tous ces marchands ambulants-là. En tout état de cause, la réhabilitation du bâtiment abritant le marché Sandaga s'impose, au moment où le préfet de Dakar a décidé de s'attaquer aux menaçants. Avec Chérif Dia, on découvre qu'il n'y a pas que des commerçants dans ce marché, également des experts en bâtiment. Nous revenons sur ce SOS de l'association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux. Ses membres ont assiégé la place Soweto hier pour attirer l'attention des autorités. Ces malades mentaux qui errent dans les rues sont en danger et peuvent également incarner ce même danger. C'est un sujet de Ibou Diouf. Ils font partie de la société et complètent parfois le décor. Les malades mentaux sont de plus en plus visibles à travers les artères et autres espaces publics. Dans la capitale comme dans les grandes villes, aujourd'hui, difficile de se faire une idée sur leur effectif. Il n'y a pas de chiffre exact pour cette question. Quelle question? Sur le nombre de malades mentaux errants au Sénégal. C'est un danger à la sécurité publique. Nous, à notre niveau, au niveau de la SAM, nous disons que les malades mentaux sont trop et trop même nombreux à errer à travers les rues de toutes les villes du Sénégal. Cette frange de la population déambule dans la ville
alors qu'ils devraient être internés dans des endroits appropriés. Mais nous sommes des républicains. Assam, nous savons respecter les lois de ce pays. Nous ne sommes pas des bandits. Nous sommes ici devant l'Assemblée nationale. C'est ici la représentativité du peuple. C'est ici la maison du peuple. Nous sommes ici chez nous pour demander, pour sensibiliser le gouvernement de M. Macky Sall, pour sensibiliser les députés de cette 12e législature sur la situation des malades mentaux errants au Sénégal. Pour mieux faire face à ce phénomène, l'Association sénégalaise pour le suivi et l'assistance aux malades mentaux propose des solutions de sortie de crise. Nous demandons à ce gouvernement et à ces députés d'œuvrer pour la prise en charge et la réinsertion sociale des malades mentaux errants à travers le centre d'encadrement et de traitement construit à Bouchra dans la commune de Kaolack par le régime sortant de M. Abdoulaye Wade. Avec ces nombreux malades mentaux, le danger plane, car ces hommes sont capables et de façon subite de causer des dommages irréparables. À M. Abdoul Mbaye, de convoquer dès maintenant, je dis bien, dès maintenant, un conseil interministériel sur l'errance des malades mentaux. C'est une exigence nationale. Vous l'avez constaté dans ce reportage de Ibou Diouf, un sujet, Ibou Diouf donc, qui a été guidé par son respect de la dignité humaine avec cette caméra de Mardieng. Nous parlons du baccalauréat 2012. Les candidats plongent pour la première session qui a démarré ce lundi. L'Office du bac enregistre plus de 86 000 candidats pour la session normale du bac général. Alors, aucune fausse note n'a été relevée dans les centres Blaise Diagne et Saldia. Yaya Diallo, Amina Sow. Une petite pause pour évacuer la fatigue et le stress du baccalauréat. Nous sommes au centre du lycée Blaise Diagne de Dakar. Pour cette première journée d'examen, les candidats au baccalauréat ont planché sur l'anglais, les sciences physiques, l'histoire et la géographie. Je pense que c'était abordable, mais si on ne fait pas attention au temps, on ne termine pas à temps. Il fallait beaucoup réfléchir, ça demande beaucoup de réflexion. Et si on ne fait pas attention, le temps passe vite. Que nous avons eu la chance, car nos profs d'anglais ont su nous montrer, ont pu faire tous les programmes, malgré le texte était tellement long. Dans l'ensemble, c'était abordable. Le reste, entre les mains de Dieu. Ce centre accueille 1236 candidats. Ils sont répartis en 3 jurys, dont 2 en série scientifique. Nous avons 270 candidats pour la série S2 et 215 candidats pour la série L1. Tout se passe globalement très bien, on n'a pas de problème du tout. Et les élèves sont venus à l'heure, on a démarré dans les temps. Bon, nous avons eu quelques absents, à peu près 28 absents. Et on pense peut-être que c'est des gens qui font l'autre session. Un autre centre d'examen, Saldia. Ici, les candidats sont des littéraires. Sur le déroulement des examens, aucune irrégularité. 19 candidats répartis dans 2 jurys, jury 648 et le jury 649. Ça a très bien commencé. Les surveillants étaient là, déjà en place très tôt le matin. Ils ont eu un briefing des 2 chefs de jury qui sont là pour les dispositions à prendre pendant les surveillances et comment gérer les différents dossiers à remplir. Et puis ensuite, les épreuves ont démarré dans les conditions normales. Pour la première session du baccalauréat 2012, 86 940 candidats sont enregistrés par l'Office du baccalauréat. Pendant 4 jours, les élèves vont tenter de décrocher le premier diplôme de l'enseignement supérieur. Alors, Amina Sow, les élèves qui ont la chance de décrocher justement ce diplôme auront également une autre chance, celle d'être accueillis par des bâtiments neufs à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le ministre de l'Enseignement supérieur annonce l'achèvement des chantiers, ce avant la prochaine rentrée académique. Le chantier de l'université de la banlieue sera également entamé bientôt, estimation 17 milliards de francs CFA. Le ministre était sur les lieux pour effectuer une visite et faire le point également de la situation. Serigne Betiam au micro de Birahim Saounera Yaya Diallo. Les problèmes qui ont été identifiés au terme de cette visite sont les défis communs à tout notre système d'enseignement supérieur. Il s'agit des défis liés à l'accès, avec les problèmes d'insuffisance d'infrastructures,
de faiblesse du taux d'encadrement et le déficit du financement avec des ressources importantes qui sont dégagées par l'État, mais qui n'arrivent pas à faire face à l'ensemble des besoins. Le gouvernement a pris à bras le corps cette question et a d'abord sécurisé le montant budgétaire de 8 milliards qui était prévu dans le budget 2012 pour achever ces chantiers, a organisé récemment une réunion avec l'ensemble des entreprises qui se sont engagées à terminer les chantiers entre octobre et décembre. Le ministère de l'économie et des finances a identifié un terrain pour accueillir cette université. Donc ce sera probablement autour de Diamniadio et de Sébikotane. Le financement est obtenu pour faire l'université. Il y a un financement de 17 milliards de francs CFA. Le scandale de Ogui, hôpital général de Grand-Yoff, 5 flacons de fentanyl disparaissent du bloc opératoire. C'est un vol, selon les travailleurs qui exigent la lumière sur la disparition de ce produit anesthésique qui est importé, mais également très coûteux. Selon les spécialistes, l'achat de ce produit nécessite même parfois la signature du chef de l'État avant acquisition. La direction promet de faire le nécessaire pour mettre la main sur le ou les coupables. Adiatala Yaya Diallo. Le fentanyl est un produit, je pourrais dire, efficace et toxique, dont la prescription n'est pas à la portée de n'importe qui. C'est un morphinique. Ça lutte contre la douleur. C'est cet analgésique narcotique nécessaire à l'anesthésie des malades au bloc opératoire qui a disparu de l'hôpital général de Grand-Yoff. Les travailleurs de la structure sanitaire alertent l'opinion et interpellent les autorités. Il demande à la direction de prendre ses responsabilités. On est au courant d'un vol concernant un produit anesthésique qui s'appelle fentanyl. Aujourd'hui, on a volé 5 flacons là-bas, au niveau du bloc. C'est dangereux. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est temps que le directeur de l'hôpital porte plainte contre X et que les anesthésistes qui gèrent ce flacon, qui gèrent ce produit, puissent venir rendre compte. La direction confirme le vol et envisage de mener des enquêtes pour retrouver les coupables. Le bloc opératoire est un secteur stratégique et vital. Le chef de service nous a fait parvenir un rapport faisant état d'une disparition de quelques ampoules de fentanyl. Naturellement, la direction est en train de réaliser les investigations nécessaires en rapport avec ses services compétents, de manière à disposer de tous les éléments d'appréciation avant de saisir les autorités investies du pouvoir d'instruire pareille situation. Le fentanyl, selon les spécialistes, est un produit pas comme les autres. Sa conservation requiert des normes de sécurité et de vigilance. Il faut que l'anesthésiste fasse la prescription et que dans un carnet spécial et que le pharmacien vérifie la prescription et qu'au moment de l'obtention du médicament, il faut qu'on présente des flacons vides. Il y a des gens qui sortent ici, qui vont travailler dans le privé. Est-ce qu'ils ne l'amènent pas dans le privé? C'est ça la réalité. Le vol de médicaments, pas fréquent dans les établissements sanitaires, s'il vient s'ajouter au manque criard de médicaments, ce sont les patients qui vont en pâtir. D'où l'urgence pour les nouvelles autorités d'être vigilantes. Des travailleurs du King Fahd Palace s'insurgent contre l'appel d'offres annoncé pour la gestion de cet hôtel. Ils estiment que leurs conditions de travail ont été améliorées et souhaitent un moment de grâce pour le nouveau patron, une position qui prend tout à fait le contre-pied d'une partie des syndicalistes de cet établissement hôtelier qui fait justement des pieds et des mains pour le départ de Racine Sy. C'est un sujet de Fatou Bintou Kanté. La sortie d'une partie des travailleurs de l'hôtel King Fahd Palace, ex-méridien président, n'est pas du goût de certains des leurs. Une autre partie des travailleurs a fait face à la presse ce matin pour défendre leur nouveau patron. Depuis 7 ans, c'est moi qui dirige les travailleurs. Donc il y a eu division il n'y a même pas 3 mois. Les délégués que vous voyez, qui étaient sortis sur la télévision nationale, ils n'ont même pas fait 3 mois de délégation. Ils sont inexpérimentés et ont dit des choses très graves qui est mauvais non seulement pour l'hôtel, mais qui est mauvais pour la destination Sénégal. Mamadou Racine Sy, selon les syndicalistes, a fortement amélioré les conditions de travail et de rémunération des employés de cet hôtel. Racine Sy, depuis qu'il est venu, la gestion qu'il a fait, c'est une gestion où on lui fait confiance. Parce que depuis 7 mois,
nous savons tous que quand il prenait l'hôtel au mois de décembre, au 31 décembre, quand on lui confiait l'hôtel, la destination sénégalaise était menacée à cause des élections présidentielles. On est resté 3 mois où la destination sénégalaise n'a pas fonctionné à tous les niveaux. Donc l'hôtel n'a pas marché pendant cette période, c'est très normal parce que c'était une période de campagne électorale. Présentement, au mois de juin et au mois de juillet, l'hôtel a très bien marché. Donc il disait qu'il n'était pas possible pour lui de remplir l'hôtel. L'hôtel était complet au mois de juin et au mois de juillet. Toutefois, ces employés de l'hôtel King Fahd Palace dénoncent l'avis d'appel d'offres lancé par le ministre de la Culture. D'autant plus, explique-t-il, le contrat avec M. Sy est toujours en cours. L'appel d'offres international ne nous dérange pas parce que nous savons qu'il y a eu déjà un contrat que l'État a signé avec la société hôtelière africaine. Et dans les clauses de ce contrat-là, il y a des normes qui nous dépassent, dont nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants. Mais en tant que professionnel, en tant que syndicaliste, nous savons qu'un contrat, ce n'est pas comme ça qu'on le rompt. Ces hôteliers disent œuvrer pour la bonne marche du King Fahd Palace Hotel et appellent à une union syndicale pour l'intérêt des travailleurs. La politique avant les sports, la nouvelle opposition semble déterminée à jouer son rôle dans la cour parlementaire. Les deux sessions, les deux dernières, donc les premières, ont été l'occasion pour celle-ci de démontrer qu'elle existe et pour longtemps encore. Daniel Diouf. La majorité parlementaire multiplie les couacs depuis l'ouverture de la première session. Des ratés, des errements dans les procédures, l'opposition se saisit des failles pour s'affirmer sur le terrain parlementaire, même par des coups d'éclat. Je voudrais constater avec regret, pour la dénoncer, l'irrégularité qui a entaché la liste des secrétaires élus qui vient d'être votée. Je voudrais me joindre à toutes les personnes éprises de justice pour nous indigner devant une telle situation en nous réservant le droit de l'exposer devant les juridictions de notre pays. Selon les dispositions actuelles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le Premier ministre devait présenter son discours de politique générale 3 mois après sa nomination, en vertu de l'article 97 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Là encore, la majorité a failli. L'irrégularité est relevée par le groupe parlementaire libéraux et démocrates. Une nouvelle occasion pour monter au créneau. Au lieu de venir se présenter à l'Assemblée nationale, le Premier ministre se tape des vacances. J'interpelle d'abord le président Moustapha Niasse, qui est aujourd'hui notre président, qui est le président de l'Assemblée nationale, à faire respecter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La seconde session, ouverte hier, était prévue pour l'installation des commissions. Là aussi, des signes d'amateurisme selon l'opposition. Un couac qui a conduit à un cafouillage, une autre raison pour l'opposition de manifester sa présence. Ensemble, on marque le coup pour dire plus jamais ça. Nous, ils nous convoquent à 10h, jusqu'à 14h30, ils ne viennent pas. Je ne sais pas, à quoi ressemble cette rupture. L'opposition semble vouloir se donner des moyens d'exister. Des coups d'éclat, des déclarations parfois malencontreuses. Un seul objectif visé, s'approprier le vocable de rupture. Dans un instant, Pape Abdoulaye Der déroule la page des sports. Bien avant cela, nous revenons, je vous le disais en titre, sur cette visite du ministre de la Communication, une visite rendue à Futur Média cet après-midi. Les responsables du groupe, sur ces images, ont accueilli Abdoulo dans les locaux. Reportage, ou plutôt compte-rendu de cette visite Fatih Dieng. Cette visite a permis au ministre de la Communication de se faire une idée des installations audiovisuelles de la télévision Futur Média. Je dois d'abord me réjouir au nom du personnel du groupe Futur Média de la visite que monsieur le ministre de la Communication et ses collaborateurs ont bien voulu nous rendre. Le groupe Futur Média, comme vous le savez, est un groupe composé d'une imprimerie, d'une radio d'information générale, d'un quotidien d'information générale et d'une télévision généraliste. J'ai pu visiter les installations, visiter les équipes, visiter les salles de rédaction et de montage. Je suis très satisfait de la qualité de l'équipement. Mais je tiens d'abord avant tout à rendre hommage à l'homme qui a eu le génie de mettre sur place cette grande entreprise. Je veux nommer par là mon collègue Youssou Ndour.
Le groupe Futur Média occupe depuis quelques années une place de choix dans le paysage médiatique sénégalais, un statut que la boîte compte préserver. Pour cela, il faudra faire face à certains défis. Après la presse écrite, après la radio, nous assistons aujourd'hui à un boom aussi dans le domaine de l'audiovisuel et toute cette diversification d'activités et cet agrandissement d'activités doit être mieux maîtrisé. Et ça aussi, je l'ai porté à un niveau plus élevé, la problématique du financement de l'audiovisuel. Donc tout ça, ce sont des thèmes qui sont très importants, qui font partie de mes priorités. Il y a aussi la maison de la presse qu'on va achever. Le groupe Futur Média prépare l'anniversaire de ses 10 ans, des moments forts pour l'entreprise, des instants de communion avec les partenaires et avec le public, mais également des tables rondes sur le financement de l'audiovisuel. Messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi. Bonsoir, excellente soirée. Au revoir.